Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de La vie nous enseigne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Cynthia, je suis infirmière et sophrologue, passionnée par la psychologie et la spiritualité. À travers La vie nous enseigne, je souhaite vous apporter des clés qui vont vous permettre de vivre votre vie quotidienne, de manière plus sereine et objective. Place à l'exploration du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité rare et précieuse, l'humilité. Trop souvent, on confond l'humilité avec faiblesse ou modestie excessive, mais c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'humilité, pourquoi elle est essentielle pour grandir et mieux se connaître. En quoi la vraie humilité diffère-t-elle de la fausse humilité? Et quel est le lien entre l'humilité, l'ego, que nous avons exploré dans l'épisode précédent? Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur l'ego, je vous invite à l'écouter avant d'écouter l'épisode sur l'humilité. Nous allons puiser également aujourd'hui dans la sagesse des philosophes stoïciens, qui voyaient dans l'humilité un pilier de la vie épanouie. Alors, asseyez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce thème si profond et enrichissant qu'est l'humilité. Dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est que l'humilité. Et comme à mon habitude, je vais vous inviter à écouter plusieurs définitions. Tout d'abord psychologique, ensuite spirituelle, puis philosophique. Pour moi, c'est important de prendre en compte différentes dimensions dans les définitions. Ça nous permet d'explorer plus profondément le sujet et d'y voir un peu plus clair. Au niveau psychologique, l'humilité, c'est la capacité à reconnaître ses limites, à accepter ses imperfections et à ne pas se surestimer. Elle repose sur une vision réaliste de soi, ni trop haute, ni trop basse. Par exemple, il est courant de dire, lorsqu'on fait preuve d'humilité, « Je ne sais pas tout » et c'est parfaitement acceptable. On ne se sent pas diminué du fait de ne pas tout savoir. Parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, il est impossible de tout savoir dans tous les domaines. Celui qui pense tout savoir ou qui répond « je sais » à n'importe quelle question posée ne fait pas preuve d'humilité. C'est une personne qui fait preuve d'ego. Donc c'est pour ça que je vous invite, d'ego négatif, c'est pour ça que je vous invite à aller réécouter le podcast sur l'ego avant d'écouter celui sur l'humilité. D'un point de vue spirituel, l'humilité, c'est une forme de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Une reconnaissance que nous faisons partie d'un tout, que notre existence est interconnectée. L'humilité, d'un point de vue spirituel, c'est vraiment sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que nous sommes finalement qu'un grain de sable, ni plus ni moins important que notre voisin, et qu'en fait, tous ensemble, on est connectés à quelque chose de plus grand que nous. D'un point de vue philosophique, donc là on va s'intéresser au stoïcisme, les stoïciens comme Épictète, Marc Aurèle, voyaient l'humilité comme une vertu essentielle. C'était vraiment un essentiel dans leur existence quotidienne. Épictète disait par exemple, ne te targue pas des choses qui ne dépendent pas de toi. Donc c'est-à-dire qu'il est important de ne pas se vanter pour des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, si votre enfant a des super notes à l'école, vous ne pouvez pas dire, en faisant preuve d'humilité, que vous êtes fier de votre enfant parce qu'il a des bonnes notes. Les bonnes notes appartiennent à votre enfant. Vous n'avez pas à être fier des bonnes notes de votre enfant. C'est un manque d'humilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que dans cet exemple, pour les philosophes stoïciens, il était important de ne pas se vanter des choses qui ne dépendaient pas de nous. Ce qui dépend de nous, par exemple, ça va être notre capacité à effectuer un travail dans les temps.
On peut se sentir fier d'avoir rendu un travail dans les temps ou un travail qui nous semble parfait. À ce moment-là, c'est OK. Par contre, se vanter de choses qui ne nous appartiennent pas, c'est faire preuve d'un manque d'humilité. Pour les stoïciens, l'humilité, c'est aussi la compréhension que beaucoup d'éléments dans notre vie échappent à notre contrôle. Je me sens humble par rapport à la vie qui m'entoure, par rapport aux événements extérieurs qui peuvent m'arriver. Je n'ai pas le contrôle, le pouvoir de changer les choses sur ce qui est extérieur à moi. Donc c'est ça aussi l'humilité, c'est de se rendre compte que nous n'avons pas tout pouvoir, que nous ne pouvons pas tout contrôler. Avec ces 3 définitions de l'humilité d'un point de vue philosophique, spirituel et psychologique, on peut voir que l'humilité, c'est pas un renoncement finalement, mais c'est un équilibre entre ambition personnelle et acceptation des limites de notre pouvoir. C'est vraiment un équilibre qui va nous servir au quotidien, une fois qu'on a compris cette notion d'humilité. Maintenant qu'on a vu les définitions générales, j'ai envie de vous parler de la différence entre la vraie humilité et la fausse humilité. Alors je les ai appelées ainsi pour que ce soit plus simple à comprendre. La fausse humilité, ça va être une personne qui va se dévaloriser excessivement, vraiment beaucoup, qui va chercher à paraître modeste pour finalement obtenir des compliments ou de l'approbation extérieure. Je pense qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de vous retrouver face à quelqu'un qui, par exemple, serait super beau ou super belle et que la personne en face vous dise non mais regarde, ça va pas, là j'ai pris quelques kilos et puis j'ai un bouton sur la joue droite et en fait mes cheveux sont mal coiffés aujourd'hui, je me suis mal maquillée et vous en face mais non, je t'assure, t'es super jolie, j'adore tes cheveux, ta tenue, etc., etc. En fait, cette personne va se dévaloriser excessivement pour finalement obtenir des compliments. Là, c'est ce qu'on peut appeler de la fausse humilité, c'est-à-dire que je sais que quelque part, je suis jolie, je suis beau, je suis belle, etc. Mais je vais faire semblant de me dévaloriser pour obtenir des compliments. Alors, je ne dis pas que c'est fait exprès, que c'est fait consciemment. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il est mal vu de se mettre en avant. Donc on va avoir tendance à se dévaloriser dans quel domaine que ce soit. Si on vous dit vous êtes très fort dans un domaine, vous allez dire oui mais c'est parce que j'ai des facilités, oui mais c'est parce que voilà. Et à ce moment-là, en fait vous faites preuve de fausse humilité. Il faut vraiment faire attention à ça, le fait de se dévaloriser pour avoir un compliment, et en fait pour se sentir rassuré par rapport à ses capacités. Donc ici, on peut mettre tout ça en lien avec l'ego qu'on a vu précédemment dans le podcast numéro 2. La fausse humilité, c'est une stratégie de l'ego pour obtenir reconnaissance ou validation. Elle est souvent motivée par une peur du jugement ou un besoin de se sentir accepté. Donc là, c'est l'ego négatif qui vient se mettre en avant dans ces moments-là. Au niveau de la vraie humilité, c'est vraiment accepter ce que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses, sans chercher ni à briller, ni à s'effacer. Donc on va avoir tendance à confondre la vraie humilité avec un ego où on va se mettre en avant. Et on va avoir tendance à confondre la fausse humilité avec le fait de s'effacer. Donc là, c'est vraiment important de se rendre compte que la vraie humilité, c'est un équilibre entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à briller, mais on ne va pas non plus chercher à s'effacer. Si on veut briller, si on veut s'effacer, à ce moment-là, c'est l'ego négatif qui se met en avant. Et on est dans de la fausse humilité. Par exemple, ça peut être, je suis capable de dire, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je vais rectifier. C'est admettre ses erreurs, sans se dévaloriser. Et de dire facilement dans une conversation, lorsque vous êtes entouré de personnes, je ne sais pas répondre à cette question. Si toi tu as les informations, je veux bien les connaître, je veux bien que tu m'enseignes. Donc c'est ça la vraie humilité. C'est ok, je vais être fort dans ce domaine, je le reconnais. Oui, effectivement, j'ai des facilités en mathématiques, en français, j'ai des facilités à connecter avec les gens. Ça fait partie de mes dons naturels. Je ne vais pas survaloriser ces dons, survaloriser ces facilités, mais je vais les reconnaître.
et je ne vais pas non plus m'effacer en disant oui, mais tu sais, c'est parce que j'ai eu la facilité, on m'a appris, en fait c'est pas grand-chose, donc je vais pas non plus m'effacer. Le lien avec l'ego ici, c'est que la vraie humilité, ça naît d'un ego apaisé, donc de l'ego positif qu'on a eu dans le podcast précédent, qui n'a pas besoin de prouver sa valeur à tout moment. En fait, l'ego positif, il n'a pas besoin d'être assuré. Donc quand on travaille avec l'ego positif, on va travailler sa vraie humilité. Pour résumer, la vraie humilité ne cherche ni à attirer l'attention, ni à se cacher. Elle se manifeste par une authenticité profonde. Et je vous accorde que dans le monde dans lequel on vit en Occident, il est quand même pas simple de travailler avec la vraie humilité. On nous a plutôt appris dans notre enfance soit à nous mettre en avant excessivement, soit à nous effacer excessivement. On ne nous a pas appris l'équilibre. Donc ça, c'est à nous en tant qu'adultes à nous apprendre à faire ce travail et à apprendre à nos enfants à faire ce travail. À ne pas faire passer l'ego négatif avant, donc la fausse humilité, et à ne pas se valoriser excessivement, ce qui entraîne encore cet ego négatif à être nourri. Pour travailler la vraie humilité, on va travailler avec un ego positif, équilibré. Dans un second temps, j'ai envie de vous parler de l'humilité et de pourquoi elle est essentielle pour grandir. L'humilité, c'est un vrai outil pour la connaissance de soi. Elle nous permet de reconnaître nos limites pour mieux évoluer. Elle nous permet d'accepter que nous ne savons pas tout, ce qui ouvre la porte à l'apprentissage et à la croissance. Imaginez une salle de classe avec des élèves humbles. Ces élèves sont plus ouverts à poser des questions, même au risque de paraître ignorants parce qu'ils auront intégré qu'il n'y a pas de questions bêtes, que chaque question posée permet à l'ensemble de grandir. Quand on est OK avec son humilité, quand on est en accord avec l'ego positif, qu'on a trouvé un équilibre entre l'ego et l'humilité, on est capable de poser des questions, même si ces questions peuvent, entre guillemets, paraître bêtes. On est en accord avec le fait qu'on ne sait pas tout et que c'est en posant des questions qu'on peut apprendre, que c'est en faisant des erreurs, des expériences que l'on va pouvoir grandir, évoluer et avancer. Quand on croit que l'on sait tout, on n'apprend rien parce qu'on ne va pas aller chercher les informations là où elles sont les plus intéressantes et les plus complètes. On va avoir tendance à dire je sais, soit je vais pas du tout chercher les informations, soit je vais les chercher par derrière et peut-être pas au bon endroit et peut-être pas de la bonne manière. Donc on va apprendre des choses qui ne seront pas les plus justes, les plus vraies. L'humilité nous permet également d'accepter nos erreurs comme des enseignements. Marc Aurèle disait « Quand tu te trompes, corrige-toi et apprends de ce qui s'est passé. » L'erreur, c'est pas quelque chose de négatif. L'erreur, en fait, c'est une expérience. On apprend, on grandit, on évolue avec les erreurs, avec les expériences. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se corriger. Si on croit que l'on sait tout, on ne se corrige pas, on n'avance pas, on stagne. Et peut-être même, on recule. L'humilité nous aide à voir nos erreurs, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités. Je vous invite à réfléchir quelques instants à cette phrase. Celui qui se croit déjà arrivé cesse d'avancer. L'humilité nous rappelle que nous sommes toujours en chemin. Dans notre quotidien, l'humilité peut nous aider dans la relation aux autres. Elle peut nous aider à créer des relations authentiques. L'humilité, c'est vraiment une clé pour des interactions sincères et équilibrées. Elle nous pousse à abandonner la compétition, la jalousie ou la prétention dans nos relations. Par exemple, dans une discussion en équipe, vous êtes au travail, une personne humble reconnaîtra les bonnes idées des autres, de ses collègues, sans chercher à s'en attribuer le mérite.
Ça renforce la confiance et la coopération. L'humilité, c'est vraiment un tremplin dans nos relations. L'ego, lui, il nous pousse à vouloir avoir raison à tout prix ou à briller devant les autres. On peut le voir en réunion, au travail, avec des amis, en soirée. Par contre, l'humilité valorise le dialogue et le partage des points de vue, sans chercher à avoir raison. C'est vraiment un dialogue qui s'instaure entre les personnes. L'humilité nous rappelle que les relations ne sont pas des combats à gagner, mais des ponts à construire. Rappelez-vous ça. Dans la vie, nous ne combattons pas, nous construisons des ponts avec les autres. C'est vraiment ça la vie. La vie, c'est construire. Ce n'est pas combattre. L'humilité aussi dans la relation aux autres nous aide à cultiver l'empathie et la compassion. Être humble, c'est accepter que chacun est en chemin avec ses forces et avec ses faiblesses. D'un point de vue stoïcien, Épictète disait « Rappelle-toi que ceux qui te blessent le font souvent par ignorance ». Lorsqu'on cultive l'humilité, on se rend compte que parfois les gens autour de nous vont agir avec ce qui est en leur capacité. Ils ne vont pas faire exprès. Ils vont pouvoir nous blesser parce qu'ignorants de certaines règles, parce qu'ils n'auront pas la capacité de comprendre qu'ils nous font du mal en réagissant ainsi. Alors, je ne suis pas en train de justifier le fait que quelqu'un puisse nous blesser, mais en tout cas, l'humilité aide à ne pas réagir avec colère ou jugement. Après, libre à vous de continuer ces relations ou non. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que quelqu'un vous blesse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Là, c'est vraiment à vous. Simplement, l'humilité va vous permettre de vous rappeler que les personnes sont en chemin, qu'elles n'ont pas spécifiquement votre niveau de compréhension, par exemple, ou d'empathie. Imaginez qu'un ami à vous traverse une période difficile et qu'il se montre irritable, que n'importe quoi l'énerve. L'humilité va vous permettre dans cette situation de comprendre qu'il agit sous l'effet de sa souffrance et non pas prendre ce qu'il vous dit ou ce qu'il vous fait comme une attaque personnelle. L'humilité aussi, ça permet de lier avec la gratitude. L'humilité, elle nourrit l'empathie en nous rappelant que nous aussi, nous avons été aidés ou pardonnés dans le passé. Ça peut être intéressant qu'à chaque fois que quelqu'un vous agace, de prendre un moment pour se demander quelle est sa réalité intérieure, là, tout de suite. Pour quelle raison cette personne réagit ainsi? Et ça vous permet de vous mettre en empathie avec la personne. De ne pas réagir personnellement, mais de se dire, ok, là, la personne peut être énervée, faire quelque chose de mal, mais c'est quoi sa réalité à elle, à cette personne aujourd'hui? L'humilité, c'est aussi accepter la vulnérabilité dans les relations. Être humble, c'est accepter de montrer ses failles, et pas que ses forces. On peut par exemple dire à un ami « Je comprends ta situation, je suis en empathie avec toi, mais là je ne sais pas quoi te répondre, mais je suis là pour toi, si tu as besoin. » C'est un acte d'humilité. Ça montre une volonté d'être présent, même sans solution. Et parfois, les personnes qui nous entourent ont juste besoin d'être écoutées, entendues, et de savoir qu'on est là pour elles, mais pas spécialement d'apporter de solutions dans l'immédiat. L'humilité, ça a vraiment un impact dans les relations. Ça crée un espace sûr où chacun peut être authentique sans peur d'être jugé, sans peur d'être rejeté. L'humilité, pour moi, c'est un terreau où les relations humaines peuvent fleurir. Elle nous apprend à aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous apporter. J'aime l'autre personne pour qui elle est, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec cet équilibre entre ses faiblesses et ses forces. Et je ne l'aime pas pour ce qu'elle m'apporte, je l'aime pour qui elle est, entièrement. L'humilité, c'est une
posture qui nous invite à grandir. Pas seulement individuellement, mais aussi collectivement, et c'est ça qui est beau avec l'humilité. C'est quand vous avez une pièce qui est remplie de personnes humbles, on avance plus vite, on avance plus fort, on va avoir des prises de conscience qui vont être tellement impactantes. Quand vous allez dans une pièce où ce sont des batailles d'ego, il n'y a rien qui avance en fait. Et tout le monde repart de façon frustrée parce que chacun voulait avoir raison. L'humilité, elle nous aide à nous voir clairement, à accepter nos imperfections et à avancer avec courage et douceur, en s'apportant de l'amour à nous-mêmes. Plus je m'aime avec humilité, plus je vais m'aimer entièrement. Je ne vais pas juste me concentrer sur mes forces et mettre un mouchoir sur mes faiblesses. Et plus je m'accepte entièrement, plus je vais accepter entièrement les autres. En cultivant l'humilité, on découvre qu'il n'y a pas de faiblesse à être vrai, à reconnaître ses erreurs ou à laisser de la place aux autres. C'est tout le contraire. C'est là que réside notre vraie force. C'est plus on accepte qui on est pour de vrai, plus on va accepter les autres et plus on va pouvoir travailler ensemble, à nous faire grandir tous ensemble. Alors j'en entends déjà certains dire « Oui, enfin c'est bien beau tout ça, hein, le monde de Cucuy, les petits oiseaux, avec l'humilité, chacun est humble, etc. » Mais concrètement, comment on fait au quotidien ? Comment on fait au quotidien, parce que moi je suis entourée de personnes égotiques, j'essaye d'être humble, mais c'est pas évident, parce que mon conjoint veut toujours avoir raison, mes enfants me prennent la tête, mon patron est toujours sur mon dos. Donc concrètement, comment je fais dans mon quotidien pour cultiver cette humilité et réussir à la faire passer à mon entourage? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Pour pratiquer l'humilité au quotidien, déjà dans un premier temps, c'est se confronter à l'ego. C'est pour ça que je vous disais qu'il était important d'avoir écouté le podcast avant pour bien comprendre cette notion d'humilité. Se confronter à l'ego dans le quotidien, c'est quoi? C'est observer ses réactions égotiques. Quand on parle de réactions égotiques, on est sur les réactions égotiques négatives. C'est se poser ces questions simples. Est-ce que je cherche à avoir raison à tout prix? Je pense qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une conversation avec votre conjoint, un ami, votre patron, en exposant des arguments juste pour avoir raison, et finalement, à la fin de la conversation, ne plus savoir quel était le point de départ de cette dispute, parce que quand on est dans son ego négatif, ça se transforme en dispute. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans une conversation qui n'a ni queue ni tête, où on ne sait plus, il y a les arguments qui fusent d'un côté, de l'autre, juste pour avoir raison, c'est de l'ego négatif. Donc observez ces moments-là. Rappelez-vous peut-être de la dernière dispute que vous avez eue avec votre conjoint, votre patron, vos enfants, où chacun a cherché à avoir raison. Et regardez avec objectivité, admettez qu'à ce moment-là, vous avez cherché à avoir raison à tout prix. Je vais vous raconter une petite anecdote de ma vie. J'ai une fille qui aujourd'hui a 13 ans, et lorsqu'elle était petite, elle avait fait un rêve, et elle était persuadée que ce rêve s'était passé dans la vraie vie, en réalité. Elle avait rêvé qu'elle était allée chez la chanteuse Louane, je pense que tout le monde connaît, et qu'on était allé visiter sa maison. Donc elle avait 5-6 ans à l'époque, et elle me disait oui maman, mais souviens-toi, on est allé chez Louane. Et je lui disais, mais non ma chérie, tu as rêvé, c'est un rêve que tu as fait, nous ne sommes pas allés chez Louane, etc. Elle me dit, mais si, mais rappelle-toi. Et donc cette conversation a duré à peu près 10 minutes. Elle était persuadée que nous étions allés chez Louane. Moi, en tant qu'adulte, je savais qu'elle avait rêvé et que ce n'était pas vrai, mais elle en était tellement persuadée qu'en fait, elle était dans un ego négatif où elle me soutenait mordicus qu'on était allé chez Louane. À ce moment-là, quand j'ai vu que pour elle, c'était impensable que ce rêve ne soit pas la réalité, je lui ai dit « Ok ma chérie, très bien, tu penses être allée chez Louane, c'est ok pour maman, on n'en parle plus et très bien, voilà, garde cette réalité pour toi. Pour moi, c'est autrement, mais c'est ok pour moi, on reste comme ça. »
Et donc, plusieurs années après, donc vers ses 11 ans, elle m'a dit: «Tu sais maman, tu te souviens quand, je t'ai dit qu'on était allé chez Louane, quand j'étais petite?» et cetera. Je lui dis: «Oui, oui, je m'en rappelle». Et elle me dit: «Beh, je crois que c'était un rêve, hein, on n'est pas vraiment allé chez Louane». Et à ce moment-là, en fait, la réalité, hein, elle avait grandi, elle avait bien compris que c'était un rêve qu'elle avait fait, qu'on n'était pas allé chez Louane. Je me suis dit: «Bah, finalement, à ce moment-là, je n'ai pas cherché à avoir raison à tout prix, parce que c'était sa réalité à elle, et que à ce moment-là, elle n'était pas capable de l'entendre, en fait. Et finalement, la vérité s'est rétablie au bout de plusieurs années. Donc c'est important, vous voyez, ça c'est quelque chose du quotidien, ça peut vous arriver avec vos enfants, qu'ils soient petits, ados ou même plus grands, qu'ils soient persuadés d'avoir raison, que vous savez pertinemment qu'en fait ils sont dans l'erreur, mais c'est pas grave de les laisser se confronter à leur vérité pour qu'ensuite la, entre guillemets, vraie vérité arrive. Quand vous cherchez à avoir raison à tout prix, donc là, évidemment, on parle de petites choses, hein. Si c'est quelque chose de plus important, on s'entend bien. Si c'est quelque chose de plus important, vous rétablissez la vérité tout de suite. Là, ce sont des petits aléas du quotidien qui n'ont pas de grosses conséquences. Quand vous vous observez dans une conversation à vouloir avoir raison à tout prix, c'est important de vous demander pourquoi est-ce si important pour moi d'être reconnu dans ma vérité là, tout de suite. C'est quoi que je ne veux pas lâcher? Est-ce que c'est par exemple le besoin de contrôle? Si c'est en lien avec le besoin de contrôle, il va être important d'accepter que tout ne dépend pas de vous. Si un projet échoue, c'est reconnaître que certains facteurs étaient hors de votre portée. Si l'organisation à la maison merdouille, c'est accepter de reconnaître que vous n'êtes pas seul porteur de l'organisation. Il y a plusieurs personnes, donc il y a plusieurs piliers. Tout ne dépend pas de vous. Une fois qu'on a reconnu cet ego négatif, cette volonté de toujours vouloir avoir raison, ça va être important aussi pour cultiver l'humilité de développer une pratique de gratitude. Donc, reconnaître ce que vous recevez dans votre quotidien, pratiquer de la gratitude envers les autres, c'est-à-dire dire merci. Combien de personnes à l'intérieur de leur foyer ne se disent pas merci? Merci d'être allé me chercher ceci, merci d'avoir pensé à acheter mes gâteaux préférés, merci d'avoir pris le temps de me préparer mon eau chaude ce matin, merci d'avoir vidé l'évier, rempli le lave-vaisselle, le vider, passer l'aspirateur, faire le lit, etc. Combien de personnes dans leur quotidien familial ne se disent pas merci? Le merci, c'est vraiment un mot magique qui permet à la personne qui le reçoit de se sentir reconnu dans ce qu'il fait, et à la personne qui le donne de donner de l'amour. Donc, ne soyez pas avare de ce merci. Il est vraiment essentiel dans votre quotidien. Remerciez aussi la nature, le soleil, la sensation du soleil sur sa peau, ou les circonstances de vie, quelque chose qui va être facilité. Remerciez, pensez à remercier dans votre quotidien. Vous pouvez, si vous voulez, et si vous avez le temps, ce n'est pas une obligation, faire un cahier, ce qu'on appelle le cahier de gratitude, en notant chaque soir les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour la journée. Et si, par exemple, vous ne trouvez pas, parce que parfois on est tellement dans quelque chose de négatif, dans une routine, qui ne nous permet pas de voir les choses magiques que la vie nous envoie, c'est vous rappeler qu'on est quand même, pour la majorité, dans une culture occidentale où on a accès à l'eau chaude, à l'électricité, à un foyer, où on est dans un endroit avec un toit, avec de la nourriture en abondance. Donc vraiment, si, dans un premier temps, vous pouvez juste remercier pour ça. Et ensuite, regardez les autres petits soleils que vous avez dans votre vie. Plus vous allez cultiver la gratitude, plus ça va être simple de la voir dans votre quotidien. Cultiver la gratitude, ça va avoir un impact sur votre ego négatif. La gratitude, elle va réduire le sentiment de tout mérite.
en nous rappelant que beaucoup de nos réussites sont le fruit de collaboration ou de conditions favorables. Et ça a un impact évidemment sur l'humilité. On peut aussi cultiver l'humilité à travers la philosophie stoïcienne, en se concentrant sur ce qui dépend de nous, sur nos actions, sur nos pensées, sur nos réactions. Comprendre et apprendre que vous ne pouvez pas contrôler les critiques, il y en aura toujours. Mais par contre, vous pouvez contrôler votre réponse face aux critiques. Ça dépend de vous. Donc, vous concentrez sur ce qui dépend de vous, vos réactions face aux critiques. Vous pouvez également pratiquer la méditation stoïcienne. Chaque jour, vous vous posez dans un endroit calme et vous réfléchissez à vos failles et à vos progrès, sans jugement. Ça peut durer 10 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il n'y a pas besoin de faire une pratique méditative qui dure des heures. C'est juste réfléchir à vos failles et à vos progrès, de façon humble, en les reconnaissant comme des failles et comme des progrès, sans se juger, sans se survaloriser et sans se dévaloriser. En fait, juste en cultivant l'humilité. L'humilité, comme disaient les stoïciens, c'est une pratique quotidienne, un art de vivre que nous cultivons pas à pas. C'est important de se rendre compte que l'humilité n'arrive pas toute cuite dans le bec en fait. C'est quelque chose qui se travaille. Et pourquoi ça se travaille? Parce que dans notre éducation, on ne nous a pas appris à être humble. Dans certaines familles, l'humilité était signe de faiblesse. Dans d'autres familles, humilité était synonyme de sacrifice. Apprendre l'humilité de façon équilibrée, c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien, pas à pas. Pour conclure, l'humilité, c'est bien plus qu'un simple trait de caractère. C'est une posture de vie, une manière d'être. Elle nous invite à nous voir tels que nous sommes, sans filtre, et à avancer avec sincérité et ouverture. C'est un outil extrêmement puissant pour grandir, pour apprendre, pour se connecter profondément à soi et aux autres. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un moment pour observer vos pensées et vos interactions. Dans quelle situation l'ego prend-il le dessus? Et comment pouvez-vous pratiquer un peu plus d'humilité dans ces moments-là? Si cet épisode vous a inspiré, je vous propose de le partager avec vos proches ou sur les réseaux. Et je vous propose de me laisser vos impressions en commentaire. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne.